Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Direction la mer Rouge ce soir, alors que les tensions se sont brutalement accentuées depuis quelques jours à la suite des frappes de la coalition anglo-saxonne contre le mouvement Ansar Allah, les rebelles Houthis. Et pour en parler, nous recevons ce soir Alain Corvez. Alain Corvez, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes conseiller en stratégie internationale, vous étiez avant cela officier dans l'armée française, colonel d'infanterie si je ne m'abuse. Votre carrière vous a amené au Proche et au Moyen-Orient, au Liban notamment, dont vous expliquez aujourd'hui avec pertinence la complexité. Merci donc d'être ici avec nous ce soir. La situation est tendue, je le disais un instant, alors je vous propose, et je propose à nos téléspectateurs, un tour de l'actualité de la mer Rouge pour que tout soit clair. Le 15 janvier, un navire appartenant à un armateur américain était touché par un missile balistique Houthi dans le golfe d'Aden. Le mouvement Ansar Allah a revendiqué une frappe précise et directe selon leur porte-parole militaire Yahya Saree. Depuis le 12 janvier et les frappes anglo-saxonnes au Yémen, la tension ne faiblit pas. Washington et Londres ont frappé par surprise 74 infrastructures militaires Houthis. Les anglo-saxons espéraient dissuader les Houthis de leur attaque en mer Rouge, menaçant le trafic dans cet axe commercial stratégique. Près de 40% du commerce maritime mondial passe en effet par le golfe d'Aden, puis par le canal de Suez. En organisant des manifestations de masse, les rebelles ont montré qu'ils ne voulaient pas se laisser faire et continuaient comme depuis bientôt 2 mois d'agir en solidarité avec la bande de Gaza. Son allié iranien a de son côté averti les États-Unis et le Royaume-Uni de mettre fin à la guerre contre le Yémen et Gaza, ajoutant qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit. Pas de solution militaire au conflit, selon Téhéran. Alors, Alain Corvaz, y a-t-il, selon vous, une solution telle pour le conflit militaire de Gaza qui s'est régionalisé? Je pense vraiment à la situation dans le Golfe, en mer Rouge. D'ailleurs, nous pouvons voir ici une carte réalisée par Choc du Monde de la région. Alain Corvaz, comment jugez-vous les frappes américano-militaires quelques jours après qu'elles aient eu lieu? Je dirais que ces frappes sont plus symboliques que destructrices de la force militaire du Yémen. Et comme nous avons très peu de temps, parce que c'est un vaste sujet, je pense qu'il faut aller à l'essentiel assez rapidement. Il faut expliquer à vos téléspectateurs pourquoi les Américains britanniques à la tête d'une vague coalition décident, coalition à laquelle la France a jugé pertinent de ne pas se joindre, et j'en suis très heureux pour mon pays, au prétexte que ça présentait un risque d'extension du conflit. Ce qui est très juste et pertinent, mais je dirais même qu'en plus, ce serait un acte hostile au Yémen et donc à la population arabe en général, qui ne correspondrait pas à l'historique de nos relations avec les pays arabes. Mais je continue sur la présentation du conflit pour vos téléspectateurs, parce que pourquoi est-ce qu'ils attaquent, les Américano-Britanniques? C'est parce que le Yémen, très rapidement après le 7 octobre, c'est le jour du déclenchement de l'attaque du Hamas sur Israël, un soulèvement massif qui a, paraît-il, surpris les dirigeants israéliens et donc dont tout le monde parle maintenant au sujet de Gaza. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais donc, dès ce déclenchement, le Yémen s'est déclaré en soutien de la résistance palestinienne. De même que d'autres pays, comme l'Irak, la Syrie et l'Iran. Mais le Yémen est passé aux actes et il a dit qu'il interdirait toute navigation de navires se rendant en Israël ou appartenant à Israël. C'est-à-dire qu'il interdisait tout ravitaillement d'Israël en passant par la mer Rouge. Et depuis, c'est devenu, il maintient cette interdiction et il s'adresse maintenant aux Américano-Britanniques qui ont déclenché
ces attaques contre eux. Donc, je pense que vos spectateurs doivent comprendre que le Yémen, parce que le Yémen actuellement est divisé en deux parties du fait du soutien de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis depuis 2015 à un gouvernement qui ne rassemble pas la population, le soutien de la population majoritaire au Yémen, et les Yéménites hostiles à ce soutien ont déclenché, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui ont attaqué les rebelles à ce gouvernement, qui sont majoritairement des Houthis, mais il n'y a pas que des Houthis dans cette armée yéménite, et actuellement, les Houthis ont réussi à conquérir Sanaa et ont donc qui est la grande ville, l'ancienne capitale du Yémen, et donc ont un vaste territoire, et notamment contrôlent tout l'accès de Bab el-Mandeb et de la mer Rouge. Les Houthis sont donc, le Yémen, capitale Sanaa, s'oppose à le reste de la partie du Yémen, avec Aden, qui, elle, est soutenue par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, de plus en plus par l'Arabie Saoudite. La rébellion contre l'Arabie du Yémen de Sanaa a débuté en 2015, je crois, c'est-à-dire l'attaque des Saoudiens pour s'emparer de la totalité du territoire yéménite a commencé en 2015, et il s'est heurté à une farouche réponse des Houthis, et qui ont montré que c'était de féroces soldats, qu'ils étaient équipés, qu'ils étaient soutenus extérieurement, par beaucoup de puissance, l'Iran en premier lieu, bien sûr, et qu'ils ne baisseraient pas pavillon. Les Saoudiens ont fini par réaliser en 2020, je crois, qu'ils ne gagneraient pas, et donc ils ont entamé un processus de paix et ce processus est toujours en cours, malgré les événements, pour mettre un terme à cette guerre que les Saoudiens ont compris qu'ils ne gagneraient pas. Donc ça, c'est la situation. Le Yémen de Sanaa, des Houthis, est devenu tellement puissant que l'Arabie Saoudite a demandé à négocier avec eux pour sortir de l'impasse dans laquelle ils étaient, mais que nous avons appris par des informations confidentielles, mais qui ont fini par filtrer, que les États-Unis, avant de frapper, avaient proposé au Yémen d'arrêter ses activités dans la mer Rouge pour empêcher les navires liés d'une manière ou d'une autre à Israël de ravitailler Israël, et que s'ils arrêtaient ces actions, les États-Unis reconnaîtraient Sanaa comme le régime légitime du Yémen. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Le régime des Houthis de Sanaa a refusé, et donc on est passé à la phase suivante, qui est les frappes américaines. Les frappes américaines qui sont une escalade. Les frappes elles-mêmes Houthis, avant cela, depuis bientôt 2 mois, ont quand même déstabilisé l'économie mondiale. Quelques chiffres, le coût du fret a doublé en 1 mois, et une subprime de 20% pour les assurances des armateurs est d'ores et déjà prévue. Alors tout cela devrait sans doute provoquer une inflation mondiale de l'ordre de 0,7 points supplémentaires, selon le cabinet Oxford Economics, d'ici la fin de l'année. Mais tout dépendrait en fait de la durée de cette crise. Alors Alain Corvès, la voyez-vous en fait durer cette crise ? Oui, je la vois durer parce qu'il semble que les États-Unis d'Amérique sont dans une période de crise intérieure très grave. Une dette colossale qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est accrue énormément. Ils ne peuvent plus même soutenir l'Ukraine. Leur échec militaire en Ukraine, après celui de l'Afghanistan, après peut-on dire celui de l'Irak. Donc les États-Unis sont en état de faiblesse. Ils essaient de préserver leur domination mondiale, qui était justifiée quand ils étaient effectivement
après l'effondrement de l'URSS, la première puissance mondiale. Mais ce n'est plus le cas. Ils ne sont plus la première puissance mondiale. Ils ont un budget de la défense énorme, 800 milliards de dollars par an, mais à des bases réparties dans tout le Moyen-Orient. Ils ont une installation très importante, mais ils ne sont plus capables d'assurer la pérennité de leur domination. Il y a de plus en plus de pays qui disent « je ne veux plus obéir aux États-Unis, je ne veux plus être dans le giron des États-Unis ». Donc, leur puissance est en diminution, ils sont en train de faiblir. Il y a une puissance à l'inverse, qui est en train de monter et qui a déjà atteint un niveau énorme, c'est l'Iran. L'Iran, malgré les sanctions, a réussi à développer technologiquement une armée extrêmement puissante. Ils sont capables de mettre des satellites entièrement iraniens, fabriqués en Iran, en orbite géostationnaire, lancés par un lanceur entièrement iranien. Donc, ils ont, malgré les sanctions, atteint un niveau tel que, avec leurs alliés en Irak, avec leurs alliés en Syrie, avec leurs alliés au Liban, ils représentent la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient, même plus importante qu'Israël. Et Israël montre bien d'ailleurs, avec ces échecs à Gaza et en Cisjordanie, qu'ils ne sont pas capables de mener un conflit jusqu'à son terme et d'atteindre les objectifs qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés. Donc, la grande puissance reconnue maintenant, c'est l'Iran. Et évidemment, ça inquiète les États-Unis, ça inquiète Israël. Et je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Vous avez tout à fait répondu et je voulais rebondir là-dessus, puisque les Iraniens sont en effet en avance, notamment par exemple sur les drones. On évoque constamment la présence de Téhéran quand on décrit les Houthis dans les médias occidentaux français. Mais la question qui se pose, n'est-ce pas, enfin, l'autonomie des Houthis à l'égard, enfin l'autonomie réelle des Houthis, que l'on présente donc trop souvent comme des vassaux, comme des satellites de Téhéran. Oui, on dit la même chose du Hamas et on dit la même chose du Hezbollah au Liban. Non, ils ont des liens très forts avec le Hamas, ils ont des liens très forts avec les Houthis, ils ont des liens très forts avec le Hezbollah, mais ces organisations qui ne sont pas étatiques, sauf pour le Yémen, sont... et même en Irak, parce que les liens très forts avec le Hezbollah irakien, le Has al-Shaabi, c'est ainsi qu'il s'appelle, est une organisation reconnue par le gouvernement de Bagdad. Et tout récemment, le Premier ministre irakien a dit qu'attaquer Has al-Shaabi, c'est attaquer l'Irak. Donc vous voyez l'Irak est devenu de plus en plus hostile à la présence américaine chez eux. De même à la présence américaine en Syrie, mais les Américains sont de façon illégale en Syrie, alors qu'initialement les Américains avaient été appelés, ou s'étaient imposés d'eux-mêmes, mais parce qu'ils avaient libéré l'Irak, donc il était normal qu'ils aient des bases. Mais la situation a énormément changé depuis lors. Donc, du fait de la présence et de l'action de Téhéran. Oui, parce que effectivement, il y a des liens très forts avec une bonne partie de la population irakienne, notamment des liens religieux. Beaucoup d'Irakiens, la majorité des Irakiens sont chiites, donc effectivement, il y a des liens très forts. Mais je veux dire, ces liens font que, c'est bien de voir cette carte, font que l'Iran est la puissance qui entoure pratiquement le conflit de Gaza par des alliés très forts. Et le fait que le Yémen, puisque c'est le sujet de cette émission, le Yémen se soit déclaré aussitôt en faveur de la résistance palestinienne est un fait qui illustre ce point. Que veulent-ils en fait exactement ces Iraniens au fond? Poussent-ils au conflit, comme le pense Washington, comme les accusent les anglo-saxons, ou sont-ils un facteur de paix, voire d'équilibre, comme eux l'affirment, comme Téhéran l'affirme? Je rappelle que les Iraniens ont bombardé le 16 janvier au matin l'Irak et la Syrie, revendiquant avoir ciblé une installation du Mossad à Erbil au Kurdistan irakien,
Et hier soir, ils ont aussi bombardé le Pakistan pour des raisons autres, principalement en représailles aux attentats à Téhéran. Mais quelle est l'ambition, en fait, quel est l'objectif de Téhéran dans ces multiples conflits, dans cette escalade régionale à la suite du conflit de Gaza? Je vais très souvent en Iran, j'ai d'énormes échanges, j'ai participé à des conférences internationales, notamment en juin dernier, sur la nouvelle géométrie la géométrie du nouveau monde. J'ai rencontré des stratèges iraniens, j'ai beaucoup discuté avec eux. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre, c'est un nouveau monde où il n'y aurait pas une nation, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, qui dicte leur conduite à d'autres pays. Donc, l'idée de l'Iran, ça se base sur des principes religieux, musulmans, chiites, mais c'est de respect des différentes personnes, respect au-delà des personnes, des nations, et équité dans le traitement des relations entre les différents pays. Donc, c'est le but de l'Iran, c'est de participer à la création d'un nouveau monde. Donc multipolaire, comme on l'entend constamment dans la rhétorique. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus membres des BRICS, parce qu'ils s'accordent tout à fait avec les objectifs des BRICS et les objectifs que la Chine et la Russie proclament en permanence. Et bon, il y a encore du chemin à faire avant que les organisations du BRICS, à la fois financières, économiques, diverses, s'organisent davantage, mais on est sur le chemin d'un bouleversement des équilibres du monde avec le but que proposent les BRICS et le but que propose l'Iran, qui est maintenant membre des BRICS, c'est justement l'établissement d'un nouveau monde où les rapports de force seront plus équilibré et où il est bien précisé dans les textes fondateurs des BRICS et parce que ça rejoint aussi le projet chinois de nouvelle route de la soie. Ces projets prévoient bien que même les nations petites ou qui ont moins de ressources, qui sont moins puissantes, devront être respectées et aidées par les grandes. C'était d'ailleurs une idée du général de Gaulle qu'il avait proclamée à Mexico en 1966 lors d'un voyage, où il avait dit « l'avenir de l'humanité est là, à moins qu'elle s'autodétruise dans des explosions nucléaires ». Il n'avait pas dit ça comme ça, mais en gros c'est ce qu'il voulait dire. L'avenir de l'humanité, c'est une coopération entre toutes les nations, les puissants aidant les moins puissants. Et le monde qui est en gestation actuellement, qui n'est pas complètement apparu encore, mais qui apparaît de plus en plus clairement, et je pense que ce conflit de Gaza, lié au conflit dans la mer Rouge avec le Yémen, si vous voulez, le 7 octobre, pour moi, aura été une date qui repère dans le basculement du nouveau monde. On avait pensé justement à des propos du Premier ministre du Qatar, Al-Thani. Je vais vous le citer. Dès que le conflit de Gaza sera désamorcé, tout le reste le sera. Alors, près de 25 000 civils sont morts au comptage de ce matin. Alain Corvez, la perspective d'une paix se rapproche-t-elle à mesure que l'opération de Tsahal à Gaza, la fin de l'opération de Tsahal à Gaza se rapproche? Oui, je pense. Moi, je crois que le gouvernement de Netanyahou, hier, il y avait une manifestation encore à Tel Aviv de gens qui exigeaient de renverser Netanyahou. Certains, oui. Si, il y a eu une manifestation qui avait pour but de renverser Netanyahou. Il y en avait eu une précédemment où la demande était seulement le cessez-le-feu. Mais hier, il demandait le renversement de Netanyahou, pensant qu'il était incapable de gérer la situation. La manifestation où des Israéliens avaient demandé le cessez-le-feu immédiat, c'était pour récupérer. Ils avaient bien compris que ce n'était pas en continuant la guerre qu'ils pourraient récupérer les prisonniers israéliens qui sont entre les mains du Hamas. Et donc, ils voulaient le cessez-le-feu, puisque le Hamas a dit, répète qu'il est prêt à rendre les prisonniers israéliens qu'il détient
dès le jour où il y a l'arrêt des combats dans la bande de Gaza, c'est-à-dire un cessez-le-feu, mais pas provisoire comme ça a été le cas à 8 jours, un cessez-le-feu définitif. Donc la possibilité d'un arrêt du conflit, à mon avis, ce serait très sage. Je pense que les Américains, dans la mer Rouge, là, se sont lancés dans un piège que peut-être la Chine et la Russie lui ont tendu en s'abstenant, en mettant pas leur veto à la proposition des États-Unis à l'ONU de constituer une alliance pour protéger la navigation maritime dans la mer Rouge. Ils n'ont fait que s'abstenir de voter. Ils ne s'y sont pas opposés. C'est un peu comme, ça rappelle un peu l'affaire de la Libye, vous savez, où avant que l'OTAN n'attaque la Libye et renverse Kadhafi, la Russie et la Chine avaient aussi n'avaient pas mis de veto, s'étaient abstenus, et les Américains avaient dépassé cette abstention pour attaquer, alors qu'ils n'avaient aucun mandat de l'ONU. Là, concernant la mer Rouge, c'est la même chose. Les Américains viennent d'attaquer en dehors de toute légalité, puisque la résolution de l'ONU disait simplement « oui, on va essayer de rétablir, de protéger la navigation maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans la mer Rouge », mais il n'était pas question d'une attaque militaire. On entend peu les Saoudiens. Nous avons évoqué les Iraniens. Les Saoudiens et les Émiratis étaient en guerre, vous l'avez rappelé au début, contre les Houthis. Désormais, on les entend peu ou pas. Ils s'inquiètent, bien sûr, disent-ils, des frappes américaines et britanniques. Mais eux aussi, que veulent-ils ? Veulent-ils pousser les Américains à balayer leurs anciens ennemis Houthis ? Ou ont-ils intérêt aujourd'hui à calmer les choses dans une région qui ressemble évidemment à une poudrière ? Il faut aussi rappeler quand même que l'échec saoudien dans le conflit au Yémen, vous l'avez fait en 2020, est l'un des grands échecs sur le CV de Mohammed Ben Salman. Oui, alors l'Arabie saoudite et le Yémen savent très bien, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les deux dirigeants en place actuellement, Mohammed bin Salman et Mohammed bin Zayed, savent très bien qu'ils ne sont au pouvoir que grâce à la volonté américaine. Si ils ne rendaient plus service aux États-Unis, il est certain que les États-Unis, avec la CIA et tous leurs contacts dans la région, ont les moyens de renverser ces deux régimes monarchiques qui n'ont pas un soutien dans le peuple. Et concernant le conflit à Gaza, le premier résultat qu'il a obtenu, c'est que l'Arabie saoudite et les Émirats, qui avaient engagé un processus de normalisation avec Israël, c'est les accords d'Abraham, qu'avait voulu Trump initialement, qu'avait initié Trump, l'Arabie saoudite a été obligée, face au soulèvement de la population arabe dans son pays en Arabie saoudite et puis dans le reste du monde arabe, face au massacre, ils ont dit on arrête ce processus. Mais l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Londres a dit récemment que une fois le conflit arrêté, il reprendrait la négociation avec Israël. Donc, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Londres a déclaré ça il y a une semaine. Il y a une semaine à peu près, oui. Or, il est de la famille des Saouds. Et donc, c'est bien que ces gens-là savent qu'ils sont au pouvoir par la bonne volonté des Américains et que si jamais ils s'opposaient un peu trop à la volonté américaine, or la volonté américaine, c'est la volonté israélienne, parce que Israël ne se serait jamais permis et n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, les exactions ignobles de tuer des enfants, des femmes. On opère maintenant des enfants, enfin, ou des femmes ou des hommes, sans anesthésie, parce qu'il n'y a plus de médicaments pour ça. Il ne se serait jamais permis ça si les Américains ne les avaient pas poussés à ça. Donc c'est la politique américaine qui fait les massacres en Gaza et Cisjordanie. Donc, l'Arabie saoudite qui tient son pouvoir
des États-Unis, a montré qu'elle avait compris que le monde évoluait, elle s'est rapprochée de Moscou, elle s'est rapprochée de la Chine, ils ont refusé même, ils sont allés jusqu'à refuser des augmentations d'exportation de gaz et de pétrole que demandait le président Biden. Donc ils jouent sur les deux leviers, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin dans l'opposition à Israël et l'opposition aux États-Unis d'Amérique. Donc on est là-dessus. Mais comme je vous le disais, le monde est en train de basculer et les choses... L'Inde, qui joue aussi sur les deux tableaux en permanence depuis longtemps, elle est en train de basculer. Vous savez, en Inde, il y a une vieille hostilité pour les musulmans, puisque vous savez que ça a été la raison de la création du Pakistan, en détachant la partie nord de l'Empire britannique indien. Il y a une vieille hostilité entre les hindous et les musulmans, et elle a joué, elle aussi, de façon ambiguë. Elle avait de bonnes relations avec Israël, et ainsi de suite. On voit bien que l'Inde a déjà modifié sa position. Elle se rapproche maintenant du bloc, elle est dans les BRICS, hein, l'Inde, mais elle se rapproche de la position de Moscou comme de la Chine, et se permet même des reproches à Israël, ce qu'elle n'aurait jamais fait il y a quelque temps. Si l'on change de zone, dans un pays que vous connaissez, le sud Liban, le Hezbollah a aussi un rôle considérable dans la régionalisation du conflit. Cela dit, même si 80 000 Libanais ont fui le sud du pays depuis le 7 octobre et les échanges de tirs avec Tsahal, le conflit y reste relativement limité au sud Liban. La situation peut-elle déraper, venir de là, Alain Kervès, où Nasrallah, le dirigeant du Hezbollah, continuera, selon vous, à tergiverser et à empêcher de facto une escalade? Alors, d'abord, je ne crois pas que Nasrallah tergiverse. Il indique au contraire très clairement ce qu'il va faire et il le fait. Le Hezbollah a été capable de montrer que la puissance militaire israélienne n'était qu'une utopie. Bien sûr, ils ont des avions, ils ont des technologies très avancées, mais moi je les ai vus manœuvrer sur le terrain, c'est pas une armée d'infanterie. Sur le combat au corps à corps, ils sont très mauvais, ils commettent les fautes les plus élémentaires que l'on dénonce dans la formation des militaires en France et dans toutes les armées du monde. Ils sont très mauvais sur le terrain, sur le plan de la tactique militaire. Comment expliquez-vous cela? Je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'ils s'appuient trop sur les capacités technologiques et la supériorité. Voilà. Israël n'est plus une menace pour le Hezbollah. Le Hezbollah, comme les Houthis, comme en Irak, les Ash-al-Shaabi, les milices sont très bien armés et représentent une dissuasion très forte. L'Irak, qui de plus en plus s'affranchit de la tutelle américaine, ça prouve bien qu'on bascule dans un nouveau rapport de force et donc dans un nouveau monde. Pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure au sujet de l'Arabie Saoudite, je pense que eux, une fois qu'ils penseront que la pérennité de leur pouvoir ne dépend plus des États-Unis d'Amérique, mais d'une bonne entente avec Moscou, Pékin et l'Iran, puisqu'il y a eu un rapprochement déjà entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ça a été très important, l'accord signé sous l'égide de Pékin d'ailleurs, de Beijing, hein, des Chinois, en avril 2023. C'était un fait très important, ça. Alors évidemment, tout n'est pas appliqué depuis, mais néanmoins, les Saoudiens ont arrêté de financer les Moudjahidines al-Khalq, qui sont une milice qui veut renverser la République islamique d'Iran. Bon, donc il y a eu une avancée. Et donc, il va falloir qu'ils composent. Et je pense pour les États-Unis qu'ils doivent accepter d'être une puissance importante, mais pas la puissance qui dicte à la planète sa façon de se comporter. Une puissance qui ne peut pas dicter au reste de la planète comment se comporter. Eh bien, Alain Kervès, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Merci à tous.